Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aero. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau montage qui va nous emmener dans la bataille des Ardennes. Il y a 80 ans, les Allemands ont lancé une offensive surprise au mois de décembre à travers la Belgique pour tenter d'inverser la situation du conflit. Elle va engager ainsi ses meilleures unités et beaucoup de chars Panzer qui utilisaient le fameux camouflage dit embuscade. Sur le principe du schéma 3 tons, on y ajoutait des petites taches pour y apporter du contraste supplémentaire. Et il y a eu une variante qu'on a appelée le camo-disque, où on utilisait un pochoir constitué de disques imbriqués. Celui-ci devait faciliter la dissimulation des véhicules sur le feuillage des arbres. C'est à travers cette photographie, prise sur l'offensive dans la région de Saint-Vith, qui représente un Brummbach du Amintenium 217, qui a été l'inspiration de ce projet, que je vais réaliser avec la maquette de chez Cyber Hobby, autour d'un diorama ambiance végétation forestière. Alors petite nouveauté, en plus de mes vidéos et des shorts que vous trouvez sur ma chaîne YouTube, le projet sera également à suivre sur le site internet de mon ami Didier Lefebvre de Plastic Grim, Devoir de mémoire et de maquettisme, où vous y trouverez déjà un article résumant l'offensive des Ardennes avec les principaux événements, un petit mot sur le Amintenium 217 complété avec des photographies d'époque, et également quelques informations techniques sur le Brummbach. Et comme d'habitude, avant d'attaquer la maquette, on va juste faire un petit tour dans l'atelier pour la revue du projet. La maquette que j'ai choisie, c'est un modèle de chez Cyber Hobby qui représente la dernière version du Brummbach que je vais modifier pour les besoins de mon projet. Pour cela, je vais utiliser une planche de photodécoupe de chez Lionrare, puis une autre pour le coffre à outils de chez Aber. Je vais aussi remplacer le canon et la mitrailleuse par ceux en métal beaucoup plus jolis, et je vais même rajouter la housse de protection du mantelet de chez Panzerart pour personnaliser un peu plus le modèle. Et pour terminer, je vais utiliser également quelques pièces imprimées en 3D et réalisées en Scratch. Pour m'accompagner dans ce projet, je vais m'aider de cet ouvrage. Alors souvent je vous en parle dans mes vidéos, mais ça reste pour moi ma série de livres coup de cœur, Nuts and Bolts, qui ici nous gratifie sûrement d'un des meilleurs livres sur le Brummbach. Beaucoup d'informations sur les unités combattantes, les phases de développement, de nombreuses photographies d'époque, on retrouve aussi des dessins au 1/35e, des photos d'engins survivants. C'est un véritable aide de camp pour moi qui va me servir durant le montage et aussi à personnaliser le modèle. Si jamais vous voulez de la documentation de qualité sur les Panzers, je vous recommande vivement ces livres. Je commence la maquette par le bas de caisse qui est moulé en une seule partie, ce que je trouve très pratique. J'ai jamais été un fan des assemblages en plusieurs morceaux, car si les pièces sont voilées ou présentent des défauts, ça complique l'assemblage avec des problèmes d'ajustement. Le fabricant a eu par contre une très bonne idée, c'est de graver les emplacements des différents éléments et de faire des trous pour centrer certaines pièces. On peut ainsi faire des variantes pour faire un châssis à 3 ou 4 galets de retour. Je dessine juste le contour de certaines pièces avec un critérium. C'est pour éviter de déborder quand je vais retravailler les surfaces pour ne pas créer inutilement des surépaisseurs qui pourraient gêner au positionnement et au collage des composants du train de roulement. J'utilise aussi du mastic pour combler les gravures que je n'ai pas besoin. J'aime beaucoup celui de chez Green Stuff, il s'applique très bien avec sa petite canule et sa couleur vert contraste bien avec le gris, ce qui me permet de voir où on en a appliqué. Il a aussi l'avantage de sécher très vite, au bout d'une heure, j'enlève le surplus avec une cale à poncer pour finir proprement le travail. Une première amélioration que je fais et qui est très facile à réaliser, c'est la texture de fonderie. J'utilise pour cela du Mister Surfacer type 1500 qui est un mastic très liquide que je dilue avec un petit peu d'acétone. Puis je viens tapoter les surfaces avec un vieux pinceau pour appliquer le produit en créant des irrégularités de manière complètement aléatoire pour donner cet effet de peau d'orange représentant la surface rugueuse d'une pièce qui a été moulée en fonderie. Je veille juste à ne pas trop déborder sur les emplacements que j'ai dessinés au critérium, le but est de recouvrir juste les zones nécessaires et de traiter l'ensemble du bas de la caisse. Puis après séchage, je viens avec une cale à poncer affiner le résultat et éliminer les résidus trop grossiers, et vous verrez que cet effet ressortira sur notre peinture, notre vieillissement qui reste à suivre. C'est beaucoup plus réaliste que la surface lisse du plastique de la maquette. Une autre façon d'améliorer le niveau de détail, et qui reste très facile à faire, c'est de rajouter les têtes de vis et de boulons qui manquent sur des pièces souvent mal restituées dans les vieilles maquettes. J'aime beaucoup ceux de chez Liang, qui est un des rares à proposer sous forme de planches différentes tailles, jusqu'à 0,6 mm, et surtout imprimé en 3D sur des supports, ce qui facilite la découpe et l'élimination des bavures, par rapport à d'autres fabricants qui proposent sur des plaques moulées où le découpage est très fastidieux. J'améliore ainsi le bloc de transmission avant du barboutin en rajoutant les têtes de vis manquantes, et vous voyez également que j'en ai profité pour refaire les textures de fonderie qui étaient moulées sur la maquette mais pas assez réalistes à mon goût. On peut également utiliser des rivets comme ceux de chez Quinta Studio pour détailler la plaque arrière par exemple. Au final, améliorer le détail d'une maquette est très facile. Vous prenez une photographie d'un engin survivant qui est dans un musée, alors c'est encore mieux s'il a été bien restauré, et vous faites la comparaison avec la pièce de la maquette pour repérer les détails qui manquent. Grâce à ça, vous apporterez un niveau de réalisme supplémentaire à votre modèle et qui sera bénéfique quand vous allez les mettre en valeur avec la peinture et le vieillissement.
Les systèmes d'attelage et de remorquage sont aussi détaillés avec quelques modifications simples à faire. En me basant sur des photographies, j'ai refait en scratch la pièce et je rajoute la chaîne qui permettait d'éviter de perdre les crochets. On vous les propose souvent dans les planches de photodécoupe, mais je les trouve personnellement trop plats, pas assez réalistes, difficiles à mettre en œuvre pour obtenir un résultat convaincant. N'oubliez pas également sur la plage arrière de faire la même chose pour les bouchons, qui étaient aussi équipés de chaînes pour ne pas les perdre. Je préfère les réaliser avec une petite chaînette que j'ai trouvée chez Trumpeter avec une taille qui convient parfaitement. Je vous mets la référence pour ceux qui souhaiteraient en faire l'acquisition. Avec une longueur de 30 cm, vous en avez pour un bon moment. Première grosse modification sur la maquette, c'est de remplacer le pot d'échappement qui n'est pas juste. Ici, il est proposé dans sa dernière version en double pot, et en regardant des photographies de Brandbar, j'en ai pas trouvé le montrant avec cette configuration, et encore moins ceux qui étaient engagés dans la bataille des Ardennes. Malheureusement, pas moyen de trouver la pièce en aftermarket chez les revendeurs, et j'ai pas trouvé de fichier pour l'imprimer en 3D. Finalement, j'ai dû aller dans les archives de la Panzer Division, où je stocke mes vieilles maquettes, récupérer la précieuse pièce sur un vieux modèle de Panzer IV de dépannage que j'ai fait il y a plus de 20 ans. J'ai juste repris la texture de surface avec du Mister Surfacer, et j'ai monté la pièce à blanc, ce qui conclut déjà le gros travail de détaillage sur la plaque arrière. Un point de la maquette qui m'a pas du tout satisfait, c'est les suspensions qui sont mal restituées par Cyber Hobby. Déjà, elles sont monoblocs, et en plus, il manque des détails, notamment sur le côté gauche. Dans ce genre de cas de figure, j'ai toujours des solutions pour refaire intégralement les trains de roulement des chars Panzer avec des kits de chez Tristar et AFV Club. Je remplace ainsi toutes les suspensions, et on voit qu'elles sont articulées, ce qui va être avantageux pour bien positionner le véhicule sur le diorama à venir. J'en profite pour remplacer les galets qui sont beaucoup plus jolis avec les inscriptions sur les bandages en caoutchouc qui se montent à part. Il faut savoir que les Brandbar étaient déjà mobilisés en Belgique pour repousser l'avance des Alliés et qu'elles souffraient d'un manque de pièces et d'entretien. On peut donc apporter un peu plus d'usure en enlevant quelques morceaux de matière avec un scalpel et avec une grosse lime juste la partie en contact avec la chenille pour donner un effet de réalisme supplémentaire. Je retire même complètement le bandage complet sur certains galets de route. En m'appuyant sur ma documentation, je remplace la moitié des galets avec des bandages en caoutchouc par ceux en acier. Il faut savoir que vers la fin du conflit, les engins étant devenus plus lourds et le caoutchouc devenant plus difficile d'approvisionnement, les véhicules étaient de plus en plus construits de cette façon. Je termine le train de roulement en montant la chenille constituée de maillons individuels. Je me suis aidé de cet outil très astucieux que propose Dragon dans certains de ses modèles. C'est un gabarit de forme très pratique qui permet de faire l'effet sagging, c'est-à-dire l'affaissement naturel de la chenille supérieure. Alors, faire des chenilles maillon par maillon n'est pas forcément une chose aisée. Je vous propose sur la chaîne un petit tutoriel pour bien appréhender et réussir cet exercice avec de nombreuses explications, astuces et techniques. Je continue le montage de la maquette avec la casemate qui va nécessiter un gros travail pour améliorer le niveau de détail. Et on va devoir commencer dans un premier temps par enlever tout ce qui a été mal restitué et qui ne me convient pas, et ici beaucoup de choses. Je vais vous montrer avec quelques outils et des astuces comment on peut retirer et effacer les détails. Je commence par la plaque mobile où sort le système de visée du canon que je vais remplacer par de la photodécoupe. Pour les petites parties, je les retire avec une lame de scalpel, puis je protège les zones avec du ruban de masquage pour ne pas effacer les détails que je souhaite conserver, et je viens successivement poncer avec une lime jusqu'à ce que j'ai effacé intégralement la partie en relief. Les cordons de soudure, quant à eux, sont retirés avec une pointe à graver de forme arrondie pour creuser un sillon qui va me permettre d'insérer un boudin de mastic bicomposant. Autre point, les traces sur l'épaisseur des plaques, dues à la découpe au chalumeau qui ne sont pas assez prononcées, je les reprends avec un outil à graver de chez Tamiya en m'aidant d'un réglet métallique pour rester droit et ne pas déraper. Alors petite astuce, pour éliminer les derniers résidus de plastique, j'utilise de la colle extra fluide qui va les faire fondre et nettoyer la zone, puis j'efface les traces de colle en passant un petit coup de stylo de fibre de verre pour terminer proprement le travail. Ici, vous voyez des cercles qui sont les emplaçants de ce qu'on appelle les pistol-ports. C'est un bouchon qu'on pouvait enlever uniquement par l'intérieur pour faire passer le canon d'une arme pour se protéger des éventuels assaillants qui attaqueraient le Panzer sur le flanc et l'arrière du véhicule. J'ai trouvé sur internet un plan pour les imprimer en 3D, il ne me reste plus qu'à les percer successivement le trou pour respecter le bon diamètre. Pour info, on voit souvent sur les véhicules ceux de devant ouverts suspendus à une chaîne, ce que je vais reproduire pour apporter une petite touche d'originalité supplémentaire. Un dernier point qui m'a embêté, c'est les rivets. Ils sont censés être hexagonaux, mais le moulage n'étant pas très précis, ils sont quasiment arrondis. J'ai trouvé récemment une petite nouveauté de chez Vertigo qui propose des planches de 200 rivets montées sur une tige que je trouve très pratique. Il suffit juste de les insérer dans le trou avec une petite goutte de colle.
Avec mon forêt, je me centre directement sur le rivet existant pour faire mon perçage, puis j'efface le reste du détail par ponçage, une méthode simple pour aligner les rangées de rivets et me faire gagner beaucoup de temps. Maintenant que j'ai retiré les détails qui ne me convenaient pas, je continue mon travail comme pour le bas de caisse. Je refais la texture de fonderie avec mon produit habituel, le Mister Surfacer 1500, que je mélange avec un petit peu d'acétone. Pour les traces vertes que vous voyez, c'est tout simplement du mastic, car j'ai été un peu trop gourmand dans le ponçage de la partie en relief, et j'ai fait quelques dégâts sur la surface. Une maladresse qui est facilement rattrapable et n'a pas de conséquences bien sûr sur le reste du montage. Je fais juste attention à ne pas reboucher la multitude de trous que j'ai fait pour les futurs rivets, et une fois le mastic sec, j'affine par ponçage pour éliminer les résidus trop grossiers. Je reprends le détaillage de la casemate en commençant par les éléments en photodécoupe. Alors moi j'utilise deux types de cyano. La classique qui est transparente et qui sèche très rapidement, voire presque instantanément, et la noire qui a un séchage beaucoup plus long et parfait pour les pièces où c'est nécessaire de faire des petits ajustements, comme ici la plaque où sort le système de visée où je dois aligner parfaitement les trous entre le plastique et le laiton. Puis j'insère ensuite mes rivets avec une pince à épiler. C'est très facile et je trouve même l'exercice très agréable à faire. Pour une poignée de quelques euros, on peut acquérir 200 rivets si jamais vous n'avez pas de punch and die à l'atelier pour les faire vous-même en carte plastique. Ça reste une très bonne alternative et le fait de les avoir sur des tiges réduit le risque qu'ils se décollent. Pour les cordons de soudure, j'utilise du mastic bicomposant de chez Tamiya que je mélange à part égale. Puis je fais des fins boudins en les roulant entre deux plaques de plastique. Petite astuce pour éviter que ça adhère sur la surface, il suffit juste d'humidifier légèrement le produit avec de l'eau ou d'utiliser du talc. Je viens combler ainsi mes rainures que j'ai fait précédemment à l'aide d'un pinceau gomme. Pensez juste à une chose, votre cordon de soudure ne doit pas trop dépasser et rester uniforme sur toute sa longueur. Il faut lui éviter de lui donner un effet boursouflé avec des formes irrégulières. Je vous conseille d'utiliser des photographies pour avoir une idée du résultat à reproduire. On peut aussi facilement retirer un surplus avec une lame de scalpel ou refaire si nécessaire tant que ça n'a pas complètement séché. Puis je reproduis le motif avec un outil que j'ai fait maison. C'est un morceau de chute de photodécoupe que j'ai arrondi et collé sur un cure-dent et je viens créer la forme de la soudure par empreinte dès que le cordon tient un minimum dans la rainure pour pas qu'il s'enlève pendant mon travail. Avec l'arrivée de l'impression 3D, on peut maintenant corriger les erreurs sur la maquette en imprimant les bonnes pièces soi-même. Il suffit juste que le plan soit disponible ou que vous ayez les compétences pour la redessiner vous-même. Comme ici les crochets qui n'étaient pas du tout identiques au modèle original. Alors pour ceux qui découvrent cet univers, les pièces imprimées en résine se collent très bien avec la colle cyano et je vous invite vraiment à vous y intéresser car c'est une véritable révolution qu'on est en train de vivre, comme ce fut le cas avec l'arrivée de la photodécoupe qui a ouvert de nouvelles possibilités à notre passion. Je termine en réalisant les cordons de soudure pour créer un lien entre la pièce et son support. Alors ce genre de petit détail qui a quand même toute son importance pour pas donner une sensation qu'elle est juste posée sur la casemate. J'applique à l'aide d'un pinceau gomme un fin cordon de mastic autour du crochet, puis avec une lame de scalpel, je grave le motif avant qu'il ne sèche complètement. J'ai refait intégralement le tourello du chef de char en photodécoupe et en scratch, et j'ai reproduit les blocs de verre qui composent les épiscopes qui ne sont pas fournis dans la maquette parce qu'ils étaient moulés sur la pièce d'origine, et je vais vous montrer comment on les réalise avec le matériel nécessaire. Je commence par une petite nouveauté qui a intégré l'atelier. Sur le conseil d'une amie de mon club qui fait beaucoup de maquettes en métal, elle m'a montré cette pince de chez DSPI. Alors c'est une marque que j'utilise déjà, notamment leur pince coupante qui est considérée comme une des meilleures, mais celle-ci en fait, elle a la particularité d'avoir des bords droits et plats pour maintenir fermement les pièces métalliques sans les couper, ce qui est très pratique quand on a des petits pliages à faire, elle est très précise et agréable à utiliser. J'ai ainsi pu mettre en forme rapidement mes épiscopes en photodécoupe sans avoir eu besoin de sortir ma plieuse. Puis je peins en noir la partie interne pour cacher la couleur du laiton et créer un contraste. Et c'est l'occasion de tester une nouveauté qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment, c'est les fameux feutres de chez AK Interactive que j'utilise pour la première fois. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce nouveau produit, il s'agit en fait de leur peinture Real Color qui est conditionnée dans un feutre avec une pointe souple. Et à la première utilisation, j'ai vraiment trouvé ça très pratique et agréable. La peinture coule naturellement, on n'a pas besoin de forcer sur la pointe et la répartition est très uniforme. Pour ma part, j'apprécie vraiment cette nouveauté car pour des petits travaux de peinture, c'est parfait. On n'a pas besoin de sortir l'aérographe ou ses pinceaux. La couleur adhère très bien sur ma surface en laiton que j'ai même pas à apprêter. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps. J'ai également fait un essai sur de la carte plastique que j'ai rajouté pour faire le miroir interne qui équipe les épiscopes et que j'ai peint avec une couleur aluminium foncé. Le résultat est parfait et je pense que c'est même mieux que si je l'avais fait au pinceau. Puis pour faire le bloc de verre, j'utilise de la résine transparente de chez Grünsterwald que j'applique avec un cure-dent.
Alors le produit est un peu épais et pas forcément facile à appliquer, surtout que ma pièce est quand même très petite, seulement quelques millimètres. Alors j'ai un petit peu débordé, mais on peut facilement retirer le surplus avec un coton-tige, puis quand on a bien nettoyé la zone, on vient durcir avec une lampe à ultraviolet pendant quelques minutes. Vous voyez que cette méthode, elle est très facile à faire pour les parties transparentes. Je la trouve même beaucoup plus simple que de découper dans de la carte plastique transparente des petits rectangles que j'aurais eu beaucoup de mal à coller. Pour l'épiscope qui est moulé directement sur la maquette, je le remplace par un modèle identique en plastique transparent, reproduit avec la technique du clonage. Je vous explique en détail comment on fait. Pour ça, vous avez besoin d'un produit qui s'appelle le Blue Stuff. C'est un thermoplastique qui a la propriété de se ramollir quand on le plonge dans de l'eau chaude et de redevenir dur à température ambiante. Je prépare un morceau et je viens prendre sur la maquette l'empreinte de la pièce que je souhaite reproduire. C'est très rapide, il faut compter quelques minutes pour créer le moule de votre pièce et ça n'abîme pas le plastique de votre kit. J'utilise ensuite une nouvelle fois ma résine transparente, je remplis mon moule en évitant de créer des bulles d'air et je vous conseille toujours d'en faire plusieurs si jamais le résultat ne vous convient pas ou que vous perdez tout simplement la pièce. Puis pour durcir la résine, je profite de ma cabine UV que j'utilise pour mes impressions 3D, mais vous pouvez utiliser également la petite lampe torche à ultraviolet, ça marche aussi. Je termine en habillant mon bloc de verre avec de la carte plastique, en peignant les surfaces intérieures en noir et en aluminium, comme pour le Torello du chef de char, et je vais le mettre à la place de la pièce d'origine en plastique. Je rajoute les derniers éléments qui constituent la casemate, comme le canon et son mantelet en résine, la mitrailleuse en métal, les pistoles-ports avec leurs chaînes pour les retenir, et pour ceux qui se demandaient pourquoi j'ai rajouté une petite barre de plastique dans le Torello, c'est pour placer une figurine de tankiste. Je termine avec la dernière partie, qui est en fait la pièce qui va faire la jonction entre notre bas de caisse et la casemate, et ça va nécessiter un peu de réflexion, notamment pour le remplacement des garde-boue en plastique par des éléments en photodécoupe. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à la façon de procéder et éviter de se lancer tête baissée, car la moindre erreur n'est pas forcément réparable. Je commence dans un premier temps par préparer les pièces qui vont constituer les garde-boue pour me donner une idée de la taille et de l'ensemble. Vous voyez ici que c'est déjà un joli puzzle d'une quinzaine de pièces. Alors les supports nécessitent d'être pliés de façon très précise, en angle droit pour ne pas avoir un garde-boue voilé, et de plus, c'est pas forcément facile avec des grandes longueurs, ce qui m'oblige à prendre la plieuse grand modèle. Alors un petit conseil, si demain vous devez investir dans la machine, je vous conseille de prendre le modèle le plus grand, alors certes un peu plus cher à l'achat, mais au moins vous êtes sûr de couvrir l'ensemble de vos besoins. Pour rappel, quand on plie de la photodécoupe, il est préconisé d'aller dans le sens où on peut finir en butée pour ne pas aller trop loin contre le rebord de la plieuse et de faire également attention au sens. Ici, vous voyez sur la surface extérieure, il y a des repères qui vont me servir pour réintégrer plus tard de futurs éléments. Mon assemblage va se faire en 2 étapes. Dans un premier temps, je colle les pièces avec de la cyano à séchage lent pour avoir le temps de bien ajuster les pièces, surtout celles pour les grandes longueurs, car si on dévie d'un côté ne serait-ce que d'un petit chouïa, on peut se retrouver complètement décalé de l'autre côté. L'avantage d'utiliser cette colle, c'est qu'on a largement le temps de repositionner les éléments en laiton jusqu'à ce que les ajustements soient parfaits, et je vous conseille également de mettre une bonne quantité sur toute la longueur et de ne pas avoir peur de déborder un petit peu. Les surplus se nettoient très bien avec du débondeur de la marque ou de l'acétone. La seconde étape est de passer par la soudure pour obtenir un ensemble complètement rigide. J'utilise un fer réglable et les produits de la marque Decapod. Prévoyez juste un espace de travail assez grand et si possible devant une fenêtre ouverte pour bien aérer. Alors petite astuce, pour maintenir mon ensemble, j'utilise 2 baguettes de bois que je maintiens fermement entre les 2 parties de ma plieuse. Le bois va en fait protéger et éviter d'abîmer les détails et les motifs des surfaces antidérapantes et aider à maintenir fermement mon assemblage. Alors le fait déjà d'avoir collé les pièces entre elles facilite la mise en place dans cet étau improvisé mais très efficace. J'applique ensuite un mélange à base d'étain sous forme de pâte que je mélange avec un petit peu de flux minéral. L'objectif en fait c'est que la soudure se faufile entre le support et la partie de la tôle antidérapante pour remplacer la colle. Puis je viens avec la pointe de mon fer à souder chauffer le produit et l'étaler proprement sur toute la longueur. Alors faut pas hésiter à recommencer si vous sentez que c'est pas suffisant. Puis je viens poncer les résidus trop grossiers avec une lime à gros grains pour obtenir une nouvelle fois une surface lisse uniforme et au passage ça va déformer et abîmer mon garde-boue pour donner un premier effet de réalisme supplémentaire. Pour nettoyer par contre les motifs sur la tôle antidérapante, j'utilise un stylo de fibre métallique. Alors c'est le même principe que le stylo de fibre de verre pour le plastique, mais celui-ci a la particularité de nettoyer mes traces de soudure de manière efficace. À la fin, vous obtenez ainsi 2 ensembles qu'on peut considérer maintenant comme une seule pièce avec un assemblage consolidé par la soudure et suffisamment rigide pour y mettre en place sur la maquette sans avoir la crainte d'avoir des décollages intempestifs au moindre effort. Maintenant, il faut retirer le moulage du garde-boue sur la pièce en plastique qu'on va remplacer par notre assemblage en photodécoupe. Alors c'est une étape où il faut bien réfléchir et prendre son temps pour enlever au plus juste la matière.
Pour ma part, j'aime pas découper avec des outils électriques, je préfère le faire manuellement au scalpel pour bien maîtriser le geste et je vous conseille de changer la lame par une neuve, ça permet d'avoir une découpe la plus propre possible et je travaille en faisant successivement sur toute la longueur des passages sur mon bloc de caoutchouc qui me sert de support. Au final, j'ai opté en séparant les deux éléments, une partie à l'avant qui a été découpée au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il s'aligne parfaitement avec le bas de la caisse et la partie arrière qui dispose d'un système de détrompage pour faciliter son montage. La partie qui reliait les deux éléments entre eux était devenue trop faible, je les remplace par des profils de chez Evergreen pour avoir le maximum de surface d'adhérence entre la photo découpe et le bas de la caisse, sachant qu'également qu'une partie va être en contact avec la casemate. J'assemble le reste de la maquette avec la multitude de pièces qui viennent compléter et détailler le reste du modèle. Je continue les améliorations pour augmenter le niveau de détail et de réalisme avec quelques astuces simples à réaliser que je vais vous partager. Un exemple avec les ressorts qui sont sur les extrémités des garde-boue. J'utilise un produit de chez AK Interactive qui est un ressort en longueur de 15 cm que je coupe à la longueur nécessaire, puis je replie les extrémités pour faire les fixations que je complète avec des morceaux de profil rond de chez Evergreen. Un autre détail, c'est le remplacement du phare avec une pièce en impression 3D. J'ai choisi même un modèle où il manque la flasque avant pour accentuer cette image de véhicule déjà éprouvé au combat et souffrant d'un manque d'entretien. Pour le câble d'alimentation, c'est très simple, j'utilise un fil de soudure qui est l'idéal pour le mettre en forme et le positionner très facilement. Pour les outils, pour ma part, j'ai toujours eu du mal à assembler un son en photodécoupe qui est un vrai casse-tête et pour moi c'est même un des montages les plus complexes. Depuis quelques temps, j'utilise des pinces à outils imprimées en 3D que j'ai trouvées chez Édouard Brassin. Alors j'ai testé plusieurs marques et c'est la seule qui propose un produit qui s'adapte très bien sur l'outillage de chez Dragon. Le cric dans la maquette s'est abîmé, sûrement un choc pendant l'emballage. Je le remplace facilement par un modèle imprimé en impression 3D, complété avec de la photodécoupe. Et je change également le coffre à outils que je laisse ouvert pour apporter un peu plus de détails visibles. Les différents éléments à l'intérieur ont été sélectionnés pour s'intégrer parfaitement sur les supports du coffre, entre du scratch, des pièces de la boîte à rabio et de l'impression 3D. L'avantage d'avoir des livres comme Nuts & Bolts, c'est les schémas qui sont tout de suite à la bonne échelle ou un 35e pour scratcher les pièces qui me manquent. Comme ici le marchepied qui est au-dessus du pot d'échappement. Je commence par recopier les dimensions et la forme sur du papier calpe qui va me servir de support pour faire la base de ma pièce que je fabrique en profil Evergreen. Puis j'utilise des planches de photodécoupe pour les surfaces antidérapants. Très pratique, je dispose de plusieurs sortes pour les différents types de Panzer. Il m'est même déjà arrivé de refaire complètement des garde-boue avec ces produits. J'assemble ensuite les supports des Shurzen, ces jupes latérales qui servaient à protéger le véhicule sur les flancs. Il faut savoir que les bombards les perdaient très rapidement. Hormis des engins qui sortent des usines avec l'ensemble des protections, les photographies prises sur le front montrent des chars complètement dévêtus ou avec seulement quelques plaques de conservé. Ça s'explique sur le fait qu'elles ne sont pas fixées solidement mais juste posées sur les supports. J'ai même choisi d'en abîmer en me basant sur des photographies, dont une sur une extrémité pour donner une cohérence sur le fait que le coffre à outils reste ouvert. Je dispose de quelques jupes dont certains avec des impacts pour augmenter un peu plus le réalisme. Je veux en fait pas cloisonner le char, ça masquerait beaucoup de détails et j'avais envie de mettre tout ça en valeur. Et ça va me permettre aussi d'avoir des surfaces complémentaires à peindre avec notre camouflage camo-disque. Je termine avec les accessoires. Certains d'entre vous m'ont fait part que j'avais tendance à surcharger les plages arrière des Panzer en utilisant des aftermarket d'ensemble de bagages pour plus de facilité. Ce qui en fait n'est pas très réaliste car on avait tendance à mettre très peu de matériel pour laisser le maximum les prises d'air de moteur accessibles et pouvoir également ouvrir les trappes pour les longs trajets si c'était nécessaire. J'ai donc opté pour la sobriété en me basant sur des photographies. J'ai trouvé des schémas en impression 3D pour les casiers à munitions qui étaient particuliers car ils étaient en osier. Et également une poutre en bois que j'ai fait à partir d'un profil de chez Evergreen qui servait d'aide pour le franchissement. Le coffre en bois est une modification très particulière faite sur les bombards du Ambetelium 217 pour pouvoir transporter du matériel supplémentaire que j'ai réalisé à partir de cartes plastiques en me basant uniquement sur cette photo comme source d'inspiration. En mettant moins de matériel, je complète en rajoutant quelques figurines pour la future mise en scène de mon diorama. Le tankiste est une ancienne de chez Verlinden et les autres sont d'une boîte de chez Dragon qui représentent des fantassins assis sur la plage arrière d'un Panzer, ce qui est exactement ce que je recherchais. Et voilà, on arrive à la fin de ce montage, et malgré que ce soit une grosse casemate sur chenille, j'ai eu beaucoup de travail sur ce modèle. Si on regarde la notice, il n'y a pas énormément de pièces, et si on construit la maquette à partir de la boîte uniquement, c'est juste une histoire de quelques soirées. Mais quand on commence à améliorer les choses avec de la photodécoupe, du scratch et de l'impression 3D, qu'on prend le temps d'étudier chaque pièce pour voir si on peut pas les améliorer, on peut passer beaucoup de temps pour rehausser le niveau de détail, ce genre de choses que j'adore, qui est pour moi un beau challenge et un véritable plaisir.
Merci de m'avoir regardé, et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu seras informé des prochaines vidéos et des shorts que je publie pour montrer l'avancement de mon travail. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires ou me joindre sur mon mail, je te répondrai avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui me suivent et pour vos encouragements, ça me motive à continuer l'aventure et à vous partager mes montages et mes astuces. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode avec la peinture et le vieillissement autour de notre camouflage Camodisc. En attendant, prenez soin de vous, maquettez bien et à bientôt dans l'atelier. Ciao les copains!